J'étais à la maison avec mon copain et j'étais encore en pyjama. On était sur le canapé. Ça a sonné à la porte. On n'attendait personne. En fait, c'était mon père. Je me souviens que je lui ai dit « Ça va pas de débarquer à cette heure ?» Et il m'a répondu « Non, ça va pas ». Puis il a ajouté « Max est mort ce matin ». Ça a sonné à la porte. Il y avait des amis et des connaissances. Parce que la nouvelle s'est répandue très vite dans notre petit village. On n'avait pas assez de chaises dans la cuisine. Et j'ai pensé, Max va m'aider à aller chercher des chaises. Mais c'était une pensée aussi folle et surréaliste que sa mort. On a découvert que son cancer était trop avancé, grandissait trop vite. Il était prêt à se battre et faire une autre chimiothérapie. Il a fait cette autre chimiothérapie, mais elle a été trop violente pour lui. Et il a fini par décéder de cette chimiothérapie. Une chose qu'on a tous en commun, c'est qu'on va forcément perdre des gens qu'on aime. Il faut faire avec. Le deuil, c'est notre réaction quand on perd un être cher. C'est notre manière de répondre à cette perte, de la surmonter et de donner du sens à la mort. Il y a une première phase de deuil qui a commencé quand il a été mis dans le coma. Et du coup, pendant 15 jours, il a fallu comprendre ce que voulait dire la vie sans lui, en fait. Sans lui à côté de moi, sans lui dans l'appartement. Je crois que c'était aussi le deuil d'une certaine forme d'insouciance. On comprenait que là, ça devenait grave. Mon mari a compris qu'il allait mourir. Il a voulu nous préparer, tous. Ses parents, mes parents, moi, ses amis. Il n'a pas tant pensé à lui qu'à nous. Donc lui, il a fait progressivement le deuil de sa vie en préparant la nôtre. Il a réalisé au fur et à mesure qu'il avait de moins en moins de force. C'était triste, mais c'était pas une tristesse qui prenait le dessus sur tout. En fait, il a aussi voulu profiter de chaque moment avec moi qui lui restait. On n'a rien fait d'extraordinaire, on était juste ensemble. Il a profité de tous les moments qu'il avait, de la manière la plus positive et optimiste possible. On parle d'un phénomène de deuil anticipé quand le deuil survient avant la perte. La personne vit encore, on est encore ensemble, mais on n'a plus la même vie. Alors on fait le deuil de l'avenir qu'on n'aura pas à cause de ce diagnostic médical. Les personnes en fin de vie aussi font un deuil, le deuil de la vie qu'elles doivent quitter et du conjoint dont elles doivent se séparer. J'ai perdu mon époux en février. Et tout est allé assez vite puisque ça faisait 8 ans et demi qu'on était ensemble, mais on venait juste de se marier au mois d'octobre. Et je suis tombée enceinte au mois de novembre et au mois de décembre, il est tombé malade. Et il est décédé en février. Donc tout s'est passé en 10 semaines. Au début, je ne pouvais pas me concentrer. Je n'arrivais pas à me concentrer, je n'arrivais pas à lire un roman ou à regarder un film, par exemple. Il fallait que je concentre mon attention sur des courtes périodes. Tout me ramenait à ma peine. Et au fur et à mesure, j'ai réussi à me détacher, à devenir autre chose que juste de la douleur, mais pouvoir de nouveau exister et me divertir, en fait. Enfin,
penser à autre chose qu'à ça. Le deuil, ce n'est pas un processus rectiligne qui se termine quand on a accepté la mort d'un être cher. C'est une expérience complexe où on balance entre un sentiment aigu de perte et des efforts pour retrouver une vie normale. Sur le plan théorique, on distingue différents moments et on parle d'un modèle d'ajustement au deuil en double processus. Ça veut dire d'une part qu'il n'y a pas d'acceptation définitive de la mort qui marquerait la fin du processus, et d'autre part qu'on fait des allers-retours permanents entre un état de tristesse et de sensibilité exacerbée et des efforts pour continuer à vivre. J'avais vraiment besoin d'aller dans sa chambre. La mère m'a dit « Pourquoi? Qu'est-ce que tu cherches? Il faut que j'y aille, c'est tout. » J'ai pris quelques-uns de ses vêtements. Je les ai accrochés dans ma penderie, et ils y sont encore. Au début, il sentait encore son odeur. Il m'est arrivé plusieurs fois de me tenir devant cette penderie, de respirer son odeur et de pleurer. C'est ça. Mais personne ne l'a su. Mon deuil n'était pas tellement visible de l'extérieur. Ça s'est fait davantage à l'intérieur de moi. Peu après la mort de mon frère, j'ai commencé soudain à avoir peur quand je montais à cheval. J'ai dû m'avouer que c'était pas tellement la peur du cheval. C'était parce que je me disais, je suis la seule enfant survivante, il faut pas qu'il m'arrive quelque chose. Du coup, j'avais aussi peur en voiture. J'ai ressenti brusquement de la peur dans des situations qui présentaient un danger potentiel. Mon frère était censé rester près de mes parents et reprendre leur maison. Mais tout d'un coup, tout ça, c'était fini. Et j'ai eu le sentiment que j'étais enfant unique et que tout reposerait uniquement sur moi désormais. Alors j'ai ressenti de la colère. Je lui disais « Enfoiré, tu m'as laissée toute seule, je vais devoir tout faire toute seule. Ma vie change complètement parce que tu n'es plus là. » Ce n'est pas parce que le deuil ne se voit pas de l'extérieur qu'il n'a pas lieu. On a étudié l'activation de certaines zones du cerveau avec les techniques d'imagerie par résonance magnétique. Et on a constaté que certains sentiments font partie du deuil et activent des zones précises du cerveau. Nous ne sommes qu'au tout début de cette étude. Mais ce qui est intéressant, c'est que les mêmes zones sont activées en cas de douleur physique. Ça correspond d'ailleurs à mon expérience clinique. Certaines personnes disent que la douleur de la perte est si intense que c'est presque une douleur physique. Notre enfant est né en juillet. C'était à quelques jours près, 6 mois après que mon époux soit décédé. Le deuil a changé à ce moment-là, puisqu'il fallait que je sois plus en contact avec mes émotions, en fait. En étant douce avec lui, il fallait aussi que je me confronte à ma propre tristesse. Pour moi, le deuil, c'est plutôt un voile qu'on met sur toute la vie. Donc c'est pas un objet en tant que tel. C'est simplement une couleur différente que tout prend. Et je veux surtout pas le réprimer, parce que je pense que si je le réprime, ça risque de revenir plus tard de manière explosive. Du coup, j'accepte ces vagues de tristesse et j'accepte cette nouvelle couleur qu'a la vie. Et je décide d'en faire quelque chose. Elle a une forte personnalité, ce qu'elle avait déjà avant le décès de son mari. Mais c'est vrai qu'il faudrait quand même que je fasse attention parce qu'elle pourrait craquer d'un moment à l'autre. Je sais qu'elle est courageuse, mais c'est quand même une fille, c'est quand même une personne humaine. Donc voilà, il se peut très bien qu'un jour ou l'autre, elle craque. Et à ce moment-là, il faut que je sois présent pour la soutenir. Au moment où mon mari est décédé,
On venait juste de se marier, notre amour était particulièrement fort. Et ça va toujours rester. Et il m'aimera toujours comme ça. Et ça me donne une certaine force. C'est une force que je garde en moi, toujours. C'est une force très puissante, calme, qui me permet d'avancer et de recréer et de refaire. C'est cette énergie qu'on a eue tous les deux ensemble, que j'aurais pas eue sans le deuil, en fait. Après la mort de Max, des tas de liens ont été rompus. J'étais la mère avec cet enfant en moins, la mère en deuil, celle avec un enfant mort. Je n'avais personne dans mon entourage, et heureusement d'ailleurs, personne qui avait perdu un enfant. Je ne me sentais plus appartenir à mon ancien monde. Il y a un premier grand tournant, la deuxième année de deuil. Plus rien n'allait. Je crois que c'est parce que j'ai perdu mes défenses. C'était des défenses provisoires. La première année a passé, et la deuxième année, j'étais submergée de sentiments. Je n'avais plus goût à rien, et j'étais étonnée d'avoir pu faire tant de choses la première année. Il n'y a pas de normes en matière de deuil. Le processus de deuil varie énormément d'un individu à l'autre. Parfois, la seule manière de continuer à vivre, c'est de garder ce deuil vivant en soi, pour qu'il devienne un soutien, une béquille dans la vie. C'est surtout vrai quand la perte est très difficile à surmonter, en particulier quand on perd un enfant, par exemple. Ramona a gardé le silence. Au début, j'ai eu beaucoup de mal à le supporter. Parce que j'aurais beaucoup aimé pouvoir en parler avec elle. Ça m'a manqué. On a essayé d'échanger par mail à une certaine période, et c'était mieux. Mais quand on était assises l'une en face de l'autre et que j'essayais d'engager la discussion sur la mort de Max, ça ne marchait pas. Elle se renfermait complètement. J'avais l'impression qu'on attendait de moi un certain comportement. Mais je ne pouvais pas satisfaire cette demande parce que j'avais une façon de faire le deuil très différente de celle de mes parents. J'aurais pu l'exprimer et dire « je ressens les choses différemment ». Mais je ne l'ai pas fait, par crainte de les blesser. Quand ma fille est née et que ma mère l'a vue pour la première fois, j'ai eu l'impression qu'elle s'efforçait de ne pas être trop heureuse. Parce que mon frère n'était pas là pour vivre ça. J'étais davantage dans la douleur que dans la joie. Ce n'était pas un choix conscient. Je sais que Ramona l'a senti, et j'en suis désolée, mais je ne pouvais pas faire autrement à ce moment-là. On est venu en Allemagne parce qu'on avait beaucoup de problèmes dans notre pays, surtout avec les talibans. Ils détestent le peuple Hazara. C'est pour ça qu'ils nous maltraitaient. Mais nous, tout ce qu'on demande, c'est de vivre en paix avec notre famille, loin de la guerre et de la haine. En Afghanistan, j'ai travaillé comme cuisinier pour les Américains et ensuite comme seconde cuisine à l'ambassade française. Grâce à ça, notre situation financière était correcte. Mais comme je travaillais pour les Occidentaux, les talibans nous ont pris pour cible, ma famille et moi. Ils rendaient souvent visite à ma femme. Ils la menaçaient et lui demandaient pourquoi je travaillais pour les étrangers. Ils ont harcelé ma femme et mes enfants. C'est pour ça que j'ai décidé de partir.
Ça a été très compliqué. Le voyage avec les enfants a été très difficile. De la région du Nouristan, en Afghanistan, on est passé au Pakistan, puis en Iran. On circulait en voiture ou en camion, parfois aussi à pied. Il fallait souvent porter les enfants. À certains moments, on n'avait plus la force de les tenir correctement et ils tombaient. On est resté une semaine environ en Turquie. Les choses se sont organisées peu à peu. Plus on approchait de l'Europe, plus on se sentait en sécurité. On regardait de nouveau vers l'avenir et on retrouvait peu à peu goût à la vie. La notion de deuil s'applique aussi quand on perd la possibilité de mener une certaine vie. C'est ce que vivent les personnes déplacées, en temps de guerre par exemple. C'est une expérience malheureusement très commune. Les réfugiés traversent alors un deuil parce qu'ils ont perdu tout ce qui faisait leur vie. Toute leur existence est détruite et ils doivent la reconstruire. On leur a arraché la possibilité de continuer à mener la même existence. Le deuil prend des formes très variées chez moi. Quand je suis arrivé d'Afghanistan, j'avais les cheveux tout noirs. Maintenant, quand je me regarde, je vois des cheveux blancs. C'est pas du vieillissement prématuré, c'est le deuil. C'est comme si on me retirait brutalement toute mon énergie et toute ma force. Parfois, quand j'entends une chanson afghane, j'ai des souvenirs qui reviennent et je ressens comme un sentiment de perte. Alors j'essaie de faire autre chose. Je vais me promener dans le parc. Je joue aussi régulièrement au football. J'ai des amis qui habitent près de chez moi. Ils sont afghans pour la plupart. On se retrouve et on parle de nos peines et de nos problèmes. Ça nous apporte beaucoup de réconfort et ça nous aide à nous libérer du deuil. Le deuil n'est pas une maladie. C'est une période que la plupart d'entre nous traversent, surtout quand on prend de l'âge, et surmontent. Des études montrent que 4% seulement des personnes endeuillées ne parviennent pas à surmonter le sentiment de perte et souffrent d'un trouble du deuil prolongé. Il faut savoir qu'au cours des 6 premiers mois, tous les symptômes sont parfaitement normaux. Le deuil est un processus très variable, qui peut prendre beaucoup d'aspects. Si au bout de 6 mois, la personne souffre encore beaucoup de symptômes de deuil, et surtout c'est le critère déterminant si elle a du mal à se débrouiller dans la vie, on peut éventuellement poser le diagnostic d'un trouble du deuil prolongé. Ce diagnostic a pour effet d'individualiser un problème collectif. Si des gens souffrent à ce point quand ils perdent un être cher, ce n'est pas parce qu'ils sont malades, c'est parce qu'en tant que société, nous avons perdu la capacité de les aider. Comme souvent, le diagnostic est une solution individuelle à un problème collectif. C'est une manière de dire « Vous souffrez beaucoup de cette perte et vous avez besoin d'un traitement pour vous en sortir. » Mais on pourrait se demander dans quel monde on vit pour que ces problèmes apparaissent. Quel type de société ou de culture crée ce genre de problème pour ses membres ?
Ça fait partie de moi désormais. C'est ça le deuil. J'aimerais que les gens de mon entourage voient les choses comme moi. Ils aimeraient que le deuil s'arrête à un moment, mais le deuil fait partie de moi maintenant. Le deuil et ma ligne de vie sont intriqués. Max compterait autant pour moi s'il était encore en vie. Donc en fait, c'est normal. C'est ce que j'essaie d'expliquer aux autres. Le problème, c'est qu'on vit dans un monde qui valorise la vitesse et la flexibilité, la capacité de s'adapter. Or, le deuil est à l'opposé de toutes les idées normatives de la société. C'est un processus difficile et malaisé, au cours duquel le temps s'arrête et où on est tourné vers le passé. Mais pendant ce temps, tout s'accélère autour de nous. La société regarde vers l'avenir et nous demande de nous adapter. Si ce deuil qui est le nôtre est accepté en tant que tel et autorisé à durer, c'est plus facile pour continuer à vivre. Malheureusement, nous avons été forcés de constater que certains de nos amis ne pouvaient pas accepter notre deuil. Ils ne voulaient plus nous voir pour ne pas sentir cette menace qui plane aussi sur eux. Ils nous disaient « Ne fais pas tant d'histoire, c'est vieux maintenant, pourquoi tu es toujours obligé d'en parler ?» Très bien, alors n'en parlons plus. Dans mon entreprise, il y a un règlement qui prévoit le nombre de jours de congé exceptionnels qu'on peut prendre quand un proche décède, en fonction du degré de parenté. Ça ne concerne que des proches parents. Mais ce qui est intéressant, c'est que rien n'était prévu pour le décès d'un frère ou d'une sœur. Mon entreprise a dû inventer une règle pour moi. J'ai eu un jour de congé exceptionnel. Du coup, j'ai lu le règlement. Eh bien, si j'avais été à la place de mes parents, si j'avais perdu un enfant, j'aurais eu droit à 2 jours. La mort pose tellement problème qu'on la cache, et que d'une certaine manière, le deuil devient une affaire privée. On ne veut pas voir les personnes endeuillées parce que ça nous rappelle notre propre mortalité et notre incapacité à faire face à la mort. On met les mourants à l'hôpital, on laisse des professionnels s'occuper du corps des défunts, on expulse la mort de notre vie. On perd des pratiques collectives qui facilitaient le deuil, qui devient donc un problème personnel. En résumé, je dis souvent qu'autrefois, quand une personne mourait, c'était le groupe qui perdait un individu. Maintenant, c'est davantage un individu qui perd le groupe. Chaque aspect de ma vie était bouleversé et j'avais l'impression d'avoir tout perdu. J'ai tout perdu. Mais en fait, le fait de tout perdre m'a donné une sorte de sérénité parce que je ne pouvais plus avoir peur de rien. En fait, le pire était déjà arrivé. Du coup, il fallait recommencer à reconstruire, pas à pas. Aujourd'hui, je ne dirais pas que je suis plus en deuil. Mon frère me manque toujours, bien sûr. Mais je suis quand même heureuse. Il y a eu des moments où je me suis dit, si tu ne t'accordes pas le droit d'être de nouveau heureuse et de faire les choses au mieux, comme tu le souhaites, alors la vie n'a plus de sens. On peut peut-être comparer la perte de la patrie à la perte d'une mère. Ce voyage et tout ce que j'ai vécu par la suite m'ont beaucoup apporté. Avant, je ne parlais pas allemand. Maintenant, j'arrive à peu près à me débrouiller dans cette langue. Vivre à l'étranger, c'est une expérience toute nouvelle pour moi. Le mode de vie européen est très différent de celui que je connaissais. Tout ça a beaucoup élargi mon horizon.